pour traiter ce plurilinguisme? Alors pour traiter ce plurilinguisme, c'est certain, j'ai privilégié une double approche, une approche qualitative, comme tu le dis, qui ne visait pas, qui ne privilégiait pas un outil très fermé comme le questionnaire, mais qui au contraire privilégiait l'entretien semi-directif de recherche, très proche des récits de vie, où on allait essayer d'explorer au fond des choses la diversité des usages en contexte de plurilinguisme, puisqu'il y a une notion qui est centrale et qu'il faut prendre en compte, c'est d'ailleurs la variable la plus négligée encore aujourd'hui dans l'approche du plurilinguisme, c'est celle de situation de communication. Donc, si on ne part pas de la situation de communication, on rate l'essentiel et on produit certainement uniquement des artefacts. Donc, partir de la situation de communication, c'était forcément privilégier aussi, en parallèle, des enregistrements d'échanges, d'interactions en contexte tout à fait situé dans des cadres les plus écologiques possibles, pour respecter la dimension interactionnelle, la dimension liée à ces situations de communication. Donc c'est cette double approche, une approche par les représentations, en fait, ce que le sujet peut dire de son plurilinguisme, son vécu plurilingue, comment il utilise les langues selon les interlocuteurs, selon ses émotions, qui peuvent être diverses et variées au cours d'une journée et au cours, y compris de son avancée dans la vie, de sa biographie langagière, et donc son vécu et la réalité de ces interactions pour essayer de mettre en phase les deux et de voir, parce qu'on n'est pas forcément le meilleur observateur de ces pratiques, on est là sur le vécu et il est intéressant aussi de voir comment il les met en œuvre, comment il jongle avec les langues au fil de ces interactions quotidiennes et ordinaires. Et est-ce que, par rapport à tous les travaux que tu as pu mener sur le plurilinguisme en contexte migratoire, sur les biographies langagières, etc., sur l'enseignement de l'arabe dans les cours d'ELCO, est-ce que aujourd'hui tu pourrais nous proposer une définition du plurilinguisme qui rende compte le mieux possible de la réalité sociale ? Oui, alors c'est une très bonne question. Plurilinguisme, je ne l'ai pas utilisé dès le départ. Au départ, plurilinguisme, c'était beaucoup plus pour décrire un état, l'état de la société, où les bilinguismes peuvent être juxtaposés sans qu'il y ait d'interaction. Le plurilinguisme désignant la diversité, la pluralité des langues dans un cadre qui généralement est celui de l'État. Et j'utilisais pour désigner les pratiques langagières des locuteurs la notion de bilinguisme. Et je me suis rendu compte que là, elle était prisonnière à la fois des représentations les plus ordinaires sur le bilinguisme, mais pas seulement, elle était aussi prisonnière d'une approche savante, mais qui définissait le bilinguisme selon des critères qui étaient ceux de la maîtrise et non pas des critères qui étaient ceux des usages. Donc il y a un chercheur très important qui a servi de déclencheur dans ce passage d'une perspective bi à une perspective que je dirais pluri. C'est François Grosjean, dans un article lumineux et tiré de son ouvrage, où il définit le bilingue comme étant
un coureur de 110 mètres haies, donc qui présente des compétences qui sont celles du coureur, donc du coureur de fond ou du sprinter, et en même temps des compétences du sauteur. Et si on compare ce coureur de 110 mètres haies à la fois au sprinter de 100 mètres et au sauteur à la perche, évidemment, on va trouver qu'il est déficitaire dans les deux, alors qu'il bénéficie d'une véritable compétence. Il est très compétent et il va pouvoir être le plus performant et gagner sans doute des jolies médailles. Donc cette métaphore, et souvent les métaphores sont très utiles pour la compréhension des notions, cette métaphore m'a fait comprendre qu'il fallait, je le savais déjà, mais je ne savais pas comment, qu'il fallait qu'on se débarrasse de cette vision du bilinguisme comme étant la maîtrise parfaite et à l'écrit et à l'oral de deux langues ou même de plusieurs langues, puisque bi devait en principe couvrir l'ensemble de ses compétences, qu'elles soient en 2 langues ou en 3 ou en 4 langues. Et au fond, c'était une erreur, parce qu'on restait quand même totalement prisonnier de cette vision des choses, du phénomène, en termes de maîtrise équivalente des langues. Et quand, au début de mes cours, puisque tu évoquais ça, je démarrais toujours par les représentations qu'un groupe d'étudiants se fait de ce qu'est un individu bilingue. Et effectivement, pendant des années et des années, la vision, la représentation majoritaire était toujours celle du bilinguisme parfait, de l'individu bilingue parfait, qui parlait, écrivait 2 langues, de statut équivalent, j'ajoute, en plus. J'avais souvent des questions, mais madame, est-ce que si on parle une langue et un dialecte, c'est quand même le bilinguisme ? Je ne répondais pas tout de suite, mais on voyait que la question du statut était très importante. On ne va pas traiter, mettre sur un pied d'égalité une langue comme l'anglais ou l'allemand ou l'espagnol et une langue comme le provençal ou l'arabe. Est-ce que tu disais que la représentation dominante chez ces étudiants a été celle d'un bilinguisme, la somme de 2 monolinguismes? Est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui que dans le corps enseignant, cette représentation du bilinguisme a évolué et qui tendrait donc vers la définition de Grosjean comme quelqu'un qui a besoin pour répondre dans différentes situations de communication, pour répondre à des besoins communicatifs, d'utiliser plusieurs langues? Est-ce que tu as le sentiment qu'aujourd'hui, cette représentation-là, cette définition-là, fait partie des croyances? Alors, est-ce que finalement, les enseignants se seraient débarrassés, comme moi, de cette vision, cette représentation du bilinguisme oui. Trop étroite, beaucoup trop étroite. Je me suis employée en tout cas à le faire, à faire évoluer cette représentation dans les formations d'enseignants et surtout en formation initiale. Je pense qu'il faut intervenir le plus tôt possible parce que le jour arrive un jour où cette représentation est tellement répandue, enquistée, l'enseignant lui-même s'est forgé, s'est construit sur cette représentation, qu'il a du mal à évoluer et à entrer dans la perspective qui est celle plus objective, parce qu'à partir du moment où on montre, où on fait écouter, entendre des corpus d'interaction recueillis dans le contexte familial ou dans d'autres contextes et qu'on leur démontre que être bilingue, c'est jongler constamment avec les 2 langues
parce que ça sert des besoins et que c'est même supérieur à l'interaction monolingue. Ça met en exergue des fonctions qui peuvent être tout à fait différentes, qui vont être plus subtiles à appréhender quand on est dans le monolinguisme, où il y a aussi une variation et des changements de style. On ne parle pas à son camarade comme on parle à son professeur, et ça dès le plus jeune âge, mais les variations sont bien plus subtiles. Alors qu'avec chez le bilingue et chez le plurilingue, eh bien, ces changements seront plus évidents et seront beaucoup plus marqués. Donc, on peut les mettre en évidence et les proposer à la sagacité des enseignants. Et je me souviens que pendant tes cours de sociolinguistique, tu accordais une importance centrale à nous montrer les différentes formes de bilinguisme. Qu'il n'y a pas uniquement du bilinguisme, enfin le bilingue c'est pas une personne qui parle deux langues, mais ça peut être aussi une personne qui parle une langue et qui en comprend une autre. Oui. Ah oui, alors ça c'est autrement une autre question aussi très importante. Pour moi, un bilingue, c'est quelqu'un qui peut parler une langue et en comprendre une autre sans avoir et sans se reconnaître une compétence au niveau de l'expression. À mon avis, cette compétence, elle existe, elle est là, elle est potentielle, elle peut se développer très vite, en tout cas tous les travaux que j'ai pu mener le démontrent, mais il n'empêche que dans la communication à laquelle il fait face de façon courante, il n'a pas besoin de mettre en place, de s'exprimer dans cette deuxième langue, parce que son interlocuteur privilégié comprend de manière réciproque ou croisée la langue dans laquelle il s'exprime. Donc c'est une des formes les plus courantes qui puissent exister dans ce bilinguisme. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la notion de plurilinguisme, sur laquelle que j'ai adoptée et que beaucoup d'autres adoptent avec moi aujourd'hui, rend mieux compte que celle de bilinguisme, rend mieux compte de cette diversité des situations, des mises en œuvre du bilinguisme. Parce que ça met le doigt sur le fait qu'on a des usages qui sont parcellaires, sans que ce soit négatif, avec des compétences qui seront partielles dans ces différentes langues. Et je prenais appui dans mes cours, ce qui était une chance inouïe, d'avoir des étudiants d'origine africaine qui maniaient dans leur vie courante, dans leur contexte d'origine, 5, 6, 7 langues. Les langues apparentées ou des langues totalement différentes, et avec des compétences forcément partielles, parce que l'une lui servait pour faire des courses au marché, l'autre pour communiquer dans le groupe de pères, d'autres pour communiquer au pays d'origine de son père, d'autres pour communiquer au pays d'origine, dans le village d'origine de sa mère. Donc tout ça, d'autres langues pour parler avec les voisins dans le cadre de la concession. Donc tout ça est très diversifié et forcément on ne va pas définir leur plurilinguisme comme étant la somme des compétences dans chacune de ces langues, et à l'écrit et à l'oral. D'ailleurs, l'écrit, je le bannissais de la définition, puisque dans de très nombreux cas, la langue n'est pas écrite, elle est pratiquée uniquement à l'oral. Donc on ne va pas leur dénier cette qualité de plurilingue, de biplurilingue, au prétexte que la langue ne serait pas écrite.
Alors je m'égare peut-être, j'ai pas répondu à toutes Si, ces tout questions. à fait.